14h30 à Paris. Je suis sûre que vous êtes derrière le petit écran avec le teaser que je viens de vous faire il y a quelques instants. Je vous ai dit qu'on allait vous parler de chiens saucisses, les teckels. Avec vous, Gabriel Maréchaux, bonjour, journaliste environnement à The Conversation France. On va donc forcément regarder l'image avant de raconter l'histoire. Le cliché du jour, c'est celui-ci. Il arrive, racontez-nous ce qu'on y voit et surtout ce qu'il nous raconte. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous et à toutes. Alors oui, le cliché que je vous ai apporté aujourd'hui, il a été pris lors d'une sausage walk. Alors qu'est-ce que c'est qu'une sausage walk? C'est tout simplement le rassemblement de propriétaires de teckels. Sausage en anglais, c'est saucisse, et ces chiens ont une morphologie de chiens saucisses, comme on dit. C'est un phénomène qui est né dans le monde anglo-saxon et qui est de plus en plus populaire en Europe. On a comme ça eu des sausage walks à Lyon, à Lille, à Thionville en Moselle. Ah oui, carrément. Dans des capitales européennes aussi comme Bruxelles et Londres. Ce cliché, il a été pris à la 4e édition de la Sausage Walk de Paris. Il y avait en fin d'année dernière plus de 500 teckels réunis. Parmi eux, ces 3 spécimens qu'on voit à l'écran. Alors, on voit qu'ils ont été parés pour l'occasion avec des nœuds, des bérets, puisque Paris oblige. Lors de ces événements, on voit aussi beaucoup de chiens déguisés. Il y a toutes sortes d'excentricités, des déguisements de princesses, de cow-boys, et j'en passe. Bon, vous avez choisi le meilleur des clichés. Alors, on sait qu'il y a parfois des modes de race de chiens. Disney a par exemple fait augmenter les adoptions de dalmatiens, forcément avec le dessin animé Les 101 dalmatiens. Aujourd'hui, c'est la mode des teckels, c'est ça ? Il semblerait, Elisabeth, en tout cas en France, selon les données de la Société centrale canine, le nombre de teckels a doublé en 10 ans. Alors, c'est difficile parfois de savoir qu'est-ce qui procure un engouement comme ça pour une race de chien. Concernant les teckels, on peut se douter que certaines célébrités qui ont mis les teckels à l'honneur sur les réseaux sociaux, comme Iris Mittenard, la Miss Univers, la chanteuse Adèle ou Leonardo DiCaprio, ont pu provoquer un engouement pour cette race. On peut aussi se dire que c'est des chiens de petite taille, qu'on est de plus en plus à vivre en ville et que du coup c'est un format qui peut paraître adapté pour le mode de vie citadine. On peut trouver ça anecdotique ou même rigolo, attendrissant, tous ces teckels. Et il y en a que ça inquiète en revanche, Gabriel. Oui, tout à fait, parce que donc, cette morphologie de chien saucisse qui est célébrée notamment lors des sausage walk, eh bien, elle provoque aussi des graves problèmes de santé, notamment pour les teckels, des problèmes d'hernie discale avec des disques intervertébraux qui se déplacent et qui se déchirent, ce qui peut provoquer des paralysies partielles ou totales. Et quand une race de chien est comme ça, tout d'un coup mise à la mode, on peut craindre que des problèmes de santé spécifiques à cette race de chien augmentent, car ça peut encourager, face à une grande demande, les éleveurs à reproduire des bêtes qui ont des prédispositions génétiques à certaines pathologies. Et ça peut aussi encourager les éleveurs à faire des chiens de plus en plus saucisses avec cette morphologie-là qui est appréciée, mais qui est aussi celle qui cause des problèmes de santé. Bon, cet enjeu, il faut le rappeler, il n'est pas propre au teckel. Non, pas du tout. On a pas mal de races de chiens qui ont des prédispositions à certains troubles de santé. On peut penser aux races de chiens, vous savez, avec des museaux écrasés comme les bulldogs ou les carlins. Ça provoque des problèmes de troubles respiratoires. C'est des chiens aussi parfois qui ont tout simplement du mal à se mouvoir. On a aussi, alors c'était l'image juste avant, les chiens avec des toutes petites têtes qui, eux, peuvent avoir des malformations crâniennes comme les cavaliers King Charles, les chihuahuas. Tout ça aujourd'hui est très bien documenté et ça pose une question. Est-ce que, au nom de ce qu'on juge mignon, de ce qu'on juge beau, on peut continuer sciemment à faire naître des bêtes qui, on le sait, pourront avoir des vies brèves, faites de douleurs chroniques et de graves problèmes de santé. Cette question, certains pays ont tranché de manière assez franche. C'est le cas par exemple de la Norvège, où certaines races de chiens sont interdites d'élevage. En Norvège, c'est le cas du bulldog anglais et du cavalier King Charles, puisque on sait que les morphologies extrêmes de ces races de chiens provoquent des problèmes de santé chroniques et rend aussi d'ailleurs l'élevage difficile. Concernant les bulldogs anglais en Norvège, au moment où cette décision a été prise, la moitié des chiots bulldogs devaient naître par césarienne, parce qu'à force de vouloir des chiens avec des grosses têtes écrasées, la mise à bas des chiennes était rendue périlleuse. Du côté de l'Union européenne, il y a aussi quelques avancées dans cette direction, visiblement. Oui, tout à fait. Alors, c'est passé un peu inaperçu, mais en fin d'année dernière, on a eu le Conseil et le Parlement au niveau de l'UE qui se sont mis d'accord sur des nouvelles mesures au nom du bien-être des chiens et des chats. Et parmi ces mesures, il y avait donc l'interdiction de la reproduction des chiens de race qui ont des morphologies extrêmes pouvant nuire à la santé.
L'étape suivante, ce sera que l'Europe publie la liste de ces morphologies extrêmes, c'est ce qu'on appelle des hypertypes, qui sont à proscrire. Une autre chose qui a été mise en avant dans ces nouvelles mesures, c'est l'interdiction d'un degré de consanguinité trop grand. C'est aussi un problème chronique. On sait qu'aujourd'hui, si on prend en France les 10 races de chiens les plus populaires, eh bien, la moitié de ces chiens ont des maladies héréditaires qui peuvent ne faire qu'en s'aggravant avec des problèmes de consanguinité trop grande. Quand on a tous ces chiffres, on peut se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là quand même. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est le fruit de l'évolution d'un processus qui est très long et qui n'est pas nouveau. C'est ce que rappelle l'historienne Valérie Chansigo dans un article qu'on vient de publier sur The Conversation France. Elle nous raconte que dès l'Antiquité gréco-romaine, les humains ont voulu sélectionner des animaux sur des critères physiques. Alors ça pouvait être pour certains rites religieux dans l'Antiquité gréco-romaine des chiens jugés sans défaut. Ça pouvait être pour des tâches plus guerrières, la sélection d'animaux d'une certaine taille, avec une certaine agressivité. Ce qui évolue ensuite, c'est la prédominance du critère esthétique. Ça, c'est quelque chose qui prend son essor à partir du 19e siècle, un moment où en Europe, il y a une fascination pour toutes sortes de théories sur les races. Et en ce qui concerne les chiens, c'est à cette époque-là qu'on va avoir le début des standardisations des races de chiens actuelles qu'on connaît. Ce qui, par contre, va mettre beaucoup de temps à advenir. C'est vraiment des questionnements sur la souffrance des animaux. Valérie Chansigo rappelle que pendant longtemps, les vétérinaires ont stérilisé les chiennes sans anesthésie ou ont frénétiquement coupé le frein de langue de beaucoup de chiens parce qu'on pensait à l'époque, à tort évidemment, que ça limitait les risques de rage. Est-ce qu'on continue aujourd'hui encore à créer des races de chiens comme ça? Alors, une race, c'est vraiment un travail d'élaboration d'un standard, donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ce qui peut se faire plus du jour au lendemain, c'est le croisement de races pour créer des chiens qu'on voudra avoir de telle façon ou pour telle utilité. On a comme ça eu, il y a quelques décennies, la création du labradoodle. Alors, c'est le croisement Labradoodle. Labrador et poodle en anglais qui veut dire caniche. Et en fait, ce croisement a été fait parce qu'on cherchait des chiens de guide d'aveugle hypoallergéniques. Les chiens de guide d'aveugle, c'est un peu le canon, c'est le labrador, mais le labrador perd beaucoup ses poils, d'où le croisement qui on a créé un standard du coup, pour répondre à une demande. Exactement. Parfois, les demandes sont plus loufoques. Visiblement, c'est le cas de plus récemment le Pomsky, qui est lui le croisement du husky et du loulou de Poméranie, qui a été fait dans les années 2010 et qui vraisemblablement est né à la base d'internautes qui se demandaient, ces deux chiens très mignons ensemble, à quoi ils ressembleraient sur des sites comme Reddit ou BuzzFeed. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre obsession pour l'esthétique des chiens et des chats est en pleine expansion, notamment géographiquement, puisqu'on voit dans certains pays que ça prend une ampleur sans précédent. C'est le cas notamment de la Chine, comme je vous propose de le regarder dans cet extrait de reportage de Arnaud Miguet et Gaël Caron. Dans ce centre commercial, les chiens sont les bienvenus en poussette ou dans les bras de leur maîtresse. Voici la famille Gao au grand complet. Un après-midi de lèche-vitrine et d'achat pour les nouveaux petits empereurs du pays, Seven et Pudding, les deux petits chiens de ce couple marié. Ça lui va. Pas mal. Moi, je préfère quand c'est plus court. Regarde par ici, maman va faire une photo. Ils dépensent 200 € par mois pour leur pet. Le coût d'élever un enfant ici est tellement élevé, c'est tellement cher dans les grandes villes, et la pression est trop grande. Ces animaux nous apportent autant de bonheur qu'un enfant. Avec plus de 110 millions de chiens et chats dans les villes, la Chine est déjà le plus grand marché d'animaux de compagnie au monde. Et ce couple de jeunes cadres représente avec leurs deux chiens ces Chinois qui ne veulent pas d'enfants mais ont trouvé un substitut. C'est comme nos enfants, notre petite fille et notre petit garçon. Et toute une économie encore inexistante il y a 15 ans d'embrasser ses nouveaux parents. Piscine avec maître nageur pour chiens. Regardez par ici. Des photographes animaliers, entre 400 et 1500 € la séance pour croquer ses petits compagnons à poil. Il y a même de l'événementiel, avec ici une fête d'anniversaire groupée pour ces 3 chiens. Des cadeaux et des gâteaux. Dans cette pâtisserie spécialisée, ces gourmandises sont pour les animaux, souvent à leur effigie. Le prix varie entre 3 et 50 €. Les animaux de compagnie ne peuvent pas manger n'importe quoi. J'utilise beaucoup de fromage, du yaourt, de la patate douce.
Et le nombre de commandes de ces gâteaux augmente d'environ 20% chaque année. Alors, on le voit dans ce reportage. C'est coton quand même là. Ouais. On a vu plein de races de chiens, des Doberman, des Corgis, des Shiba. On a aussi vu tous les business qui naissent autour de cet engouement pour les chiens. Il ne faut pas oublier que les races de chiens sont un business également, en Chine notamment, où un dog du Tibet a été vendu 1,5 million d'euros. Et c'est même pas le record mondial, Elisabeth. Pour le record mondial, il faut aller en Inde, où un homme à Bangalore a payé 5 millions d'euros pour un chien croisé entre un loup et un berger du Caucase. Ok. Et cette même personne à Bangalore avait déjà acheté un chien chow-chow qui avait la particularité d'avoir un pelage qui ressemblait à celui d'un panda. Bon, en tout cas, tous ces gens qu'on voit faire des goûters d'anniversaire, je peux leur prêter mes enfants s'ils veulent. En Inde, en tout cas, ça a des conséquences forcément. On trouve des chiens qui valent aujourd'hui des millions, et il y a aussi des millions de chiens qui sont pour le coup dans la rue. Exactement. C'est un peu un paradoxe, comme peut-être seul notre monde moderne peut en créer. En Inde, on a un problème grandissant de chiens errants. Il y a 10 ans, on estimait qu'il y avait 60 millions de chiens errants en Inde. C'est une estimation qui aujourd'hui doit être revue, mais qui est très difficile à faire. Il y a une estimation plus récente sur la ville de Delhi où on estime qu'il y a 1 million de chiens errants. Et ça provoque des problèmes inédits, notamment une augmentation des cas de rage. Il faut savoir qu'un tiers des morts liées à la rage dans le monde ont lieu en Inde. Ça a obligé les autorités à réagir. L'année dernière, comme ça, elles ont annoncé qu'elles allaient capturer tous les chiens errants de Delhi avant de vite rétropédaler, notamment parce qu'en fait, capturer 1 million de chiens errants, c'est impossible, surtout puisque là, le plan était de mettre ce million de chiens errants en refuge et qu'il n'y a pas des refuges pour 1 million de chiens errants. C'est considérable les chiffres que vous êtes en train de nous dévoiler. On sait pourquoi il y a autant de chiens comme ça dans la rue ? Alors, en Inde, plusieurs facteurs expliquent ce phénomène récent qui inquiète de plus en plus. On a d'abord, en fait, la disparition des vautours. En fait, les vautours ont été décimés en Inde. Ils ont été empoisonnés, en fait, par un nouveau médicament qu'ont utilisé les vétérinaires. Et les vautours, qui sont des charognards, ont mangé beaucoup de bêtes comme ça qui avaient ce médicament. Et ça a décimé les vautours. Plus de vautours, mais toujours des carcasses. La nature a horreur du vide. Donc, les chiens ont pu prospérer parce qu'ils avaient cette nouvelle source de nourriture. Et il y a une autre chose qui a changé, que raconte le biologiste Nishant Kumar dans un article pour The Conversation. C'est un changement du comportement des humains envers les chiens. Il note qu'en Inde, de plus en plus de personnes nourrissent grassement, généreusement les chiens errants. Là où, il y a quelques décennies, les chiens errants, ils avaient un peu, si vous voulez, un rôle d'éboueur. Ça finit les poubelles, ça finit les restes alimentaires. Là, quand ils sont grassement nourris par des personnes sciemment, ça crée un changement dans les comportements avec des meutes de chiens errants qui vont stationner dans un quartier car ils savent que tel ou tel foyer les nourrit. Ce qui va créer aussi, ce côté plus territorial va créer une agressivité nouvelle et les problèmes qui en découlent, notamment sur l'aspect sanitaire. Ça, c'est pas un sujet qui est spécifique à l'Inde. La gestion des chiens errants, on le retrouve aussi dans d'autres pays. Oui, alors récemment, on avait eu des polémiques au Maroc en amont de la Cannes avec des accusations. Les autorités avaient été accusées d'avoir voulu capturer et tuer beaucoup de chiens errants en amont de la Cannes. Il y a aussi un vrai enjeu en Turquie. Il y a 2 ans, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan avait passé une loi pour également, pareil, vouloir débarrasser la Turquie des chiens errants. Cette loi proposait notamment, elle a été votée, de pouvoir euthanasier les chiens jugés agressifs ou malades et de capturer tous les autres pour les mettre en refuge. Je vous propose de voir quelle polémique ça a donné en Turquie à l'époque de cette loi dans un extrait de reportage qui avait été passé à l'époque sur France 24. Iskander est un homme investi d'une mission. Depuis 6 ans, cet agent de voyage maraude dans la banlieue d'Istanbul pour prendre soin des chiens de rue. Il leur donne de l'amour et les nourrit avec les invendus des restaurants avec lesquels il travaille. Avec son chauffeur Erkan, il s'occupe d'environ 200 chiens. Ça fait des centaines d'années que la société turque vit avec des chiens. Je ne vois pas en quoi c'est quelque chose qui n'est pas civilisé. C'est pourtant ce que pense Recep Tayyip Erdogan. Coexister avec 4 millions de chiens errants relève selon lui d'un mode de vie arriéré. Le président turc a donc encouragé l'adoption d'une loi qui prévoit de les capturer et de les placer en refuge. Ces chiens errants attaquent les enfants, les adultes, les personnes âgées,
et même les autres animaux, comme les troupeaux de moutons. Avec cette loi, nous allons rendre nos rues plus sûres. Depuis des mois, la société civile se dresse contre cette loi. En l'absence d'un nombre suffisant de refuges pour accueillir tous ces chiens, les défenseurs de la cause animale craignent des euthanasies en masse. Ils vont les tuer, ils vont les capturer et les massacrer. Ils essayent de rendre leur projet légitime et de le rendre légal avec cette loi. Mais nous ne lâcherons rien et nous ne les laisserons ni emprisonner ni tuer ces animaux. Certains maires, de l'opposition notamment, assurent qu'ils ne mettront pas en œuvre cette loi. Pour les amoureux des animaux comme Iskander, une telle violence semble impensable. Regardez, c'est évident que ces animaux ne veulent de mal à personne. Ils vont les prendre et qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Les éliminer? Quelle personne avec un cœur peut faire ça? Je ne pense pas que nous, les Turcs, sommes capables de faire ça. Toute personne avec un peu de conscience en est incapable. Peu importe la loi, il assure qu'il continuera de prendre soin de ses chiens. Ce qui est fou, c'est que cette question en Turquie, elle s'est déjà posée. Il y a un siècle, en 1910, la ville d'Istanbul a voulu éradiquer tous ces chiens errants, a amené plus de 80 000 chiens errants sur une île déserte pour débarrasser la ville. Et un siècle plus tard, on se pose la même question, ce qui peut peut-être laisser à penser que les solutions radicales ne sont pas forcément efficaces sur le long terme. Voilà, surtout ce genre de solutions. Merci beaucoup, Gabriel Maréchaux. C'est la fin de Derrière l'image.